Voilà, nous allons donc reprendre. Pour ne pas accumuler trop de retard et pour que je ne me retrouve pas dans cette position très inconfortable à devoir faire des signaux de la main comme ça pour interrompre les intervenants alors qu'ils sont en train de tenir des propos passionnants. Allez-y, allez-y, prenez place. Donc nous allons reprendre avec cette deuxième table ronde sur l'action des services judiciaires dans la disparition de mineurs. Je vais vous présenter très brièvement nos différents intervenants. Tout à ma droite, Valentine Fournier, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Yvelines. À côté de vous, Madame Pauline Biais, substitut du procureur de la République, DIFAGE. Elle nous expliquera la signification de l'acronyme, tribunal de grande instance de Bobigny. Juste à côté, Jean-François Gruzel, commissaire de police, ancien chef de la sûreté départementale de Tours, aujourd'hui chef du renseignement territorial à Poitiers. Et à côté de vous, Denis Mottier, chef d'escadron de la section prévention de la délinquance, bureau de la sécurité publique, à la direction générale de la gendarmerie nationale. Voilà, voilà pour les titres, les fonctions. Donc nous allons commencer la table ronde avec vous, Monsieur Mottier, sur les critères d'évaluation de la disparition d'un mineur. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup d'interrogations dans la salle. Donc, je vais vous demander de couper vos portables et de peu à peu faire le silence. Allez-y, Monsieur Mottier. Très bien, bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Droit d'Enfance pour son invitation ici, parce que dans les propos qui ont été tenus dans la première table ronde, on est face à un paradoxe. Ce paradoxe est le suivant, c'est que les forces de sécurité de l'État et les pouvoirs publics ne font pas assez peur à une certaine partie de la population qui cherche à nuire, et fait trop peur à une autre partie de la population, en l'occurrence les enfants et leurs familles, pour venir dans nos commissariats et brigades signaler certaines choses. Et donc l'invitation qui a été faite aujourd'hui par Droit d'Enfance est importante parce que les associations sont ce pont qui nous permet à la fois de toucher cette enfance, de comprendre ses problèmes, et donc c'est dans un travail partenarial et dans la compréhension de l'ensemble des acteurs que nous pourrons avancer. Donc casser les stéréotypes, les stéréotypes des forces de sécurité de l'État qui seraient inaccessibles, froides, et une justice qui ne comprendrait pas les situations particulières. Et de la part des forces de sécurité de l'État, ouvrir leurs portes aux associations pour qu'elles viennent porter leur voix et nous aider à résoudre ces problèmes. Alors, concernant la fugue, concernant le propos qui nous occupe aujourd'hui sur les critères d'évaluation de la disparition, il est important d'une part de faire un petit point sur le vocabulaire. Alors tout le monde parle de fugue, les services de police, de gendarmerie et la justice parlent de disparition inquiétante. Donc la fugue au sens policier, c'est un mineur qui est en fugue et celui qui a quitté son lieu de vie habituel, domicile ou institution, et qui s'est soustrait à l'autorité de la personne ou des personnes qui en ont la garde. Donc ça regroupe l'ensemble des situations qui ont été évoquées dans la table ronde numéro 1. Et nous, les services de sécurité de l'État et la justice, nous parlons de disparition inquiétante, qui est une disposition qui est dans un article du Code de procédure pénale. Tout ça pour dire que l'on parle de fugue ou de disparition inquiétante, toute disparition de mineur ou fugue est considérée par nature comme inquiétante, puisqu'elle elle est considérée comme inquiétante par nature. Alors, la première chose qui va rentrer en ligne de compte dans l'évaluation des critères de la fugue, c'est bien évidemment l'alerte disparition, puisque c'est dans le cadre de cette alerte que nous allons voir les premiers éléments qui vont nous permettre d'orienter les recherches et d'orienter les premières choses qui vont être faites par les forces de sécurité de l'État. Donc il y a deux manières, c'est l'appel 17, et l'appel 17, ce n'est pas forcément les parents, etc., c'est également les associations, et ça a été dit très bien dans la première table ronde, que nous pouvons être saisis également par des associations, par des tiers, par tout un tas de personnes. Donc le point d'entrée, c'est le 17, en fonction du lieu géographique où vous vous trouvez, vous tombez soit sur les services de police, soit sur les services de la gendarmerie, ou tout simplement un déplacement à l'unité pour signaler une situation qui n'est pas normale. Donc les premiers éléments utiles à l'enquête et à l'initiation en fait de toute la procédure de recherche, ce sera ce qui a été dit au 119 et au 116 000, c'est la description vestimentaire, les lieux fréquentés habituellement, les amis, les petits amis, la famille, les lieux de scolarité, et on va chercher à avoir un maximum de renseignements qui vont pouvoir orienter les premiers éléments de la recherche. Alors j'ai mis sur la slide un chronomètre.
parce que comme c'est inquiétant, le facteur temps est important, et donc c'est une course contre la montre. Donc le maximum d'informations qu'on va pouvoir collecter en un minimum de temps va conditionner eh bien, la réussite ou non de la mission. On part toujours du principe du pire dans le cadre des recherches pour disparition inquiétante. On préfère retrouver un enfant après un appel du 116 000 ou du 119 ou de la famille en nous disant bah, finalement on l'a retrouvé chez un tel, chez l'oncle, chez la tante, etc. Même si on a mis énormément de moyens. Mais en tout cas pour nous, c'est un combat contre le temps pour sauver éventuellement un enfant, en tout cas pour lui apporter de l'aide. Et donc on va commencer le travail judiciaire. Donc, par une audition de l'adulte ou de la personne qui signale la disparition, et on va engager l'alerte avec une première patrouille et diffuser à l'ensemble des éléments qui sont sur le terrain les éléments descriptifs. Donc ça se traduit par un message SMS ou par des moyens numériques modernes, de la diffusion éventuellement de la photo avec l'ensemble du descriptif qui explique la situation et qui va nous permettre d'orienter les recherches. Et après on va fonctionner par cercle concentrique depuis le dernier lieu où est apparu le jeune, et après on va étendre en fonction et du temps et des éléments qui nous sont donnés. Et bien évidemment, nous informons le parquet des premières comment dirais-je, mesures qui sont prises, tout ça sous le coup et sous l'autorité du substitut du procureur. Comment on évalue la disparition? En fait, chaque disparition est unique et chaque cas est à considérer comme unique, puisque nous avons, comme ça a été dit d'ailleurs dans la table ronde numéro 1, un ensemble de facteurs nombreux, complexes, qu'il va falloir digérer et qui vont nous permettre d'orienter. Donc on a l'âge, bien évidemment, du mineur. Il faut considérer, et je le dis, que la disparition d'un enfant de 5 ans et d'un adolescent de plus de 15 ans, 16, 17 ans, qui est multi-récidiviste dans la fugue, n'est pas considérée, on va dire, de la même manière, même si elle reste inquiétante. Les recherches ne vont pas se faire de la même manière. Un enfant de 5 ans ne va pas faire 10 km au même rythme qu'un enfant de 17 ans. Il ne va pas pouvoir utiliser les moyens, etc. De même que la prise en compte de l'environnement va être différente. Un enfant de 5 ans, alors c'est un certain nombre de réflexes que les enquêteurs ont, ça va être tout de suite imaginer les points d'eau, où est-ce qu'il a pu tomber, où est-ce qu'il a pu s'égarer, et aussi, est-ce qu'il a pu être enlevé? Ça rentre en ligne de compte, même si on parle de fugue, dans le cadre de fugue d'enfants très jeunes, eh bien ça rentre en ligne de compte. On va prendre en compte également s'il a été placé, s'il y a eu un élément déclencheur, une dispute avec les parents, une déception amoureuse, ça a été dit, des conflits familiaux. Je rajoute également les violences intrafamiliales sur lesquelles eh bien, nous travaillons actuellement et dans le cadre du Grenelle, et dont la prise en compte de l'enfance et des enfants au sein du couple qui rencontrent des difficultés et des violences au sein du couple est pris en compte. La maladie, dépression, je rajoute également le handicap, les difficultés d'expression. Donc nous travaillons avec des associations qui vont nous permettre de nous aider localement. Alors je prends le cas d'enfants atteints d'autisme. La manière dont, quand on est en tenue, on est quand même assez impressionnant, la manière dont vous allez engager les recherches et où vous allez rentrer en contact avec la victime va peut-être nécessiter le fait que ce ne soit pas l'enquêteur qui prenne directement en contact avec les parents, la victime, etc., mais une association qui va nous aider. Donc on a un certain nombre d'associations d'aide aux victimes qui vont nous permettre de prendre en compte cette situation de handicap. La prise de médicaments, alors il y a la prise de médicaments qui vont altérer la perception, mais il y a aussi la prise de médicaments qui, s'ils ne sont pas pris, vont rajouter dans le critère du facteur temps, pour nous, une contrainte, c'est-à-dire que l'enfant a une pathologie qui fait qu'au bout de 6 heures, il doit prendre tel ou tel médicament ou rentrer dans une phase psychotique ou je ne sais quoi qui va faire qu'on a également ce facteur qui va être pris en compte. L'environnement. Donc, est-ce que la disparition a lieu de jour, de nuit, l'hiver, l'été? Donc là, c'était une question de survie.
dans certains milieux, notamment à la campagne ou en milieu montagnard, un enfant qui fugue, qui n'a pas l'habitude de fuguer, qui est en vacances à la montagne et qui part à partir de 17 h, une fois que les pistes de ski sont fermées, dans la nature. La course contre la montre, c'est une lutte contre la vie, quoi. Je veux dire, donc on va engager, et ça va conditionner, en fait, tous ces critères d'évaluation vont conditionner les moyens et l'ensemble du dispositif qu'on va mettre en place pour y arriver. Et enfin, il y a la récidive et la prise en compte des éléments issus des fugues précédentes. Vous avez des enfants qui sont généralement placés, qui, alors ça a été dit, on va boire un coup, on va voir la copine, etc. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste, c'est que il ne faut pas qu'on arrive dans une routine. C'est-à-dire que la problématique, c'est que quand vous êtes confronté à un enfant et un jeune qui fuit régulièrement, qui fugue régulièrement, les services peuvent avoir tendance à rentrer dans une routine. Donc c'est tout le rôle de la chaîne hiérarchique de dire attention, ok, il a l'habitude de fuguer, mais est-ce qu'il n'y a pas un élément qui, dans cette fugue habituelle, est inhabituel ou paraît inhabituel? Quand vous avez un enfant qui part le soir à partir de 22 h, qui rentre généralement vers 2 h du matin, vous avez le chef de centre, enfin celui qui gère l'enquête va avoir le chef de centre, va lui dire ok, écoutez, nous on va lancer la patrouille. C'est habituel, donc on ne va pas aller chercher l'hélicoptère, on ne va pas non plus aller chercher l'équipe maître chien pour aller faire les recherches, etc. Néanmoins, les patrouilles sont alertées, on va aller dans tous les lieux où il a l'habitude d'aller, vous allez nous les dire, on va le faire, on va faire le travail. Maintenant, si à 2 h du matin, il n'est pas rentré comme habituellement, là, on va remettre un coup de curseur et on va aller beaucoup plus loin. Donc on va aller demander une géologue, on va demander un certain nombre de choses qui sortent en fait de l'habitude de ce jeune à fuguer. Voilà. Donc c'est important, et ne pas rentrer dans cette routine et considérer chaque disparition comme unique avec une réflexion derrière est importante, et c'est un combat de chacun, mais c'est un combat pour nous, donc les chefs commissariat, chefs de commandant de compagnie, commandant de brigade, en fait de sensibiliser nos hommes à dire attention, ok, il a l'habitude, mais on va quand même faire le travail et on va quand même aller chercher l'inhabituel dans l'habitude. Voilà. Donc c'était important pour moi de le souligner. Donc la recherche et l'enquête. Donc on va mener tout un tas de recherches opérationnelles mobilisant l'ensemble des moyens appropriés en fonction de l'analyse qu'on a faite. Pour tout vous dire, vous avez un enfant de 5 ans qui fugue, un enfant de 10 ans qui fugue, qui n'a pas l'habitude, c'est pas habituel, on ne sait pas où il est, ses parents sont perdus, voilà, on envoie, comme je dis, la cavalerie sort. C'est-à-dire que tous les moyens disponibles, qui soient gendarmerie, mais également police en front, parce qu'on a des zones, notamment périurbaines et urbaines, qui se mêlent, la diffusion de l'information va être faite chez eux, et on va mobiliser un certain nombre de moyens. Donc ça peut être des maîtres chiens, ça peut être l'hélicoptère, ça peut être maintenant aujourd'hui des drones. Et dans le cas où vous avez des points d'eau, des lacs, et que vous avez un certain nombre de... Prenons un exemple, un enfant de 10 ans disparaît, vous avez le chien piste qui arrête son traçage et la piste sur un point d'eau. Bon, typiquement, on va aller sonder le point d'eau tout de suite, on ne va pas attendre. Tout de suite, l'ensemble des moyens vont être mobilisés, quitte à mettre, et on ne met jamais trop de moyens, en fait, pour la recherche, notamment sur les premiers temps. Voilà. Et c'est conjugué avec les pouvoirs de l'enquête judiciaire qui nous sont donnés, qui seront, je pense, approfondis plus tard. C'est que l'enquête pour disparition inquiétante est entamée, et donc les pouvoirs qui sont donnés dans le cadre de cette enquête sont très grands. Ils sont équivalents à une enquête de flagrance. Alors c'est peut-être vulgarisé, mais voilà. En tout cas, l'enquête de disparition inquiétante donne des pouvoirs aux enquêteurs qui sont énormes. Et donc, associé à ces pouvoirs d'enquête, on associe des moyens humains et matériels énormes. Ça rejoint le paradoxe, nous sommes là pour protéger aussi. Nous ne sommes pas là que pour réprimer, nous sommes là pour protéger. Et protéger les enfants, c'est une priorité. Dernière slide. Gestion de l'information. Donc, souvent, quand vous va être lancé dans le cadre de cette recherche, vous allez voir un effet tunnel. Pour l'enquêteur, pour les services de police, ça va être il faut retrouver l'enfant. C'est la mission. Retrouver l'enfant ou retrouver une trace. Ne rien laisser passer. Néanmoins, derrière, vous avez tout un écosystème, la famille,
qu'il va falloir rassurer, parce que si elle n'est pas rassurée, elle ne va pas pouvoir nous donner tous les éléments, parce que bien souvent, ils vont paniquer. Vous avez également les gens qui ont été en charge qu'il va falloir auditionner. Et donc, il va falloir informer la famille et tout l'environnement de l'enfant de ce que nous faisons. Il y a un échange régulier avec l'adulte qui a signalé la fugue afin de lui donner les éléments utiles, parce qu'en lui donnant des éléments au cours de l'enquête, il va dire « Ah, mais je ne vous ai pas dit ». Il n'est jamais trop tard pour donner des éléments. Il n'est jamais trop tard. Donc si dans le cadre d'une discussion et d'une audition, etc., il vous revient des choses, l'enquêteur va vous donner son numéro, on est toujours joignable, et donc à partir de là, il faudra donner ces éléments. Après, on a un rôle, donc même si notre rôle central est judiciaire et de recherche, on a un rôle d'accueil et d'accompagnement des victimes. Et on ne peut pas le faire seul dans ce temps-là, ni même tout le temps, parce qu'on a d'autres missions. Donc c'est là que le lien et la coordination avec l'ensemble du tissu associatif est primordial. Donc on va renvoyer les familles vers le 116 000 pour la prise en compte de la partie pédago, psycho, pour le déroulement, dans tout le temps du déroulement des recherches. Parce qu'il y a certaines craintes, certaines phobies que les parents, les victimes, l'entourage ont, qui certes doivent nous remonter, mais quand c'est incessant, ça peut gêner, nous, notre travail. Donc avoir ce tampon, avoir ces associations qui vont nous aider dans ce cadre-là à gérer les victimes, la famille, et leur donner des conseils sur la manière dont ça se passe, va être une plus-value dans le cadre de ce travail. On travaille aussi en interne, donc ministère de l'Intérieur, avec la police. Vous avez aussi l'OCRVP, dont le chef est là, je crois. En tout cas un représentant. Et donc voilà. Et ensuite, vous avez toute la manœuvre de communication sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur Internet. Bon, c'est avec l'accord du procureur de la République. Et j'insiste, et sur nous, notre nécessité et la nécessité de l'ensemble des interlocuteurs, une fois que la personne est découverte, eh bien, de bien dire qu'elle a été découverte et de cesser les recherches. Parce qu'on a des résurgences de fiches sur Facebook au bout de 4 ans. On dit, nous recherchons toujours la petite machin. La petite Gwendoline. Et en fait, Gwendoline, ça fait 10 ans qu'elle a été retrouvée. Elle avait fugué parce qu'elle n'était pas bien dans son adolescence. Et à 25 ans, on lui remet en pleine face le fait que, il y a 10 ans avant, elle était partie. Et donc, nous aussi, on doit veiller à cela. Pour conclure, les fugues, comme le colloque a été nommé, sont un espace de mise en danger qu'au carrefour d'un certain nombre de problématiques de la jeunesse. Alors on a parlé d'alcool, prostitution, drogue, on peut parler également de radicalisation, on peut parler de délinquance, on peut parler d'un certain nombre de choses. Donc par construction, les forces de sécurité de l'État, police, gendarmerie et justice sont au centre de ces problématiques et doivent travailler avec les associations. Les fugues ne sont jamais anodines et peuvent dans certains cas finir de manière dramatique. Elles sont un appel et elles constituent d'une certaine manière l'expression d'une souffrance. C'est pourquoi le souci de la prise en compte de l'enfance est primordial et essentiel. Et là, je vais citer un auteur, non seulement parce que l'enfance est l'avenir, mais surtout parce que sa tendre faiblesse et son irresponsabilité adressent à notre protection un si confiant appel. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mottier, pour ce parfait respect de votre temps de parole, mais je n'en attendais pas moins de la part de la gendarmerie. Nous allons voir ce qu'il en est côté police. 20 minutes chrono, Monsieur Gruzel. Oui, avec un micro, ce sera mieux. C'est à vous, Monsieur Gruzel. Je dois interpréter ces rires. Bon, allez, je ne dirai rien. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai tout inscrit dans ces quelques pages, mais vous n'hésitez pas à m'interrompre, vous levez la main, vous allumez un fumigène, vous lancez un pétard, enfin bref, tous les moyens légaux pour m'arrêter et pour faire un débat participatif. Je remercie les organisateurs donc, pour cette invitation et leur confiance, également ma direction d'emploi pour m'avoir proposé cette intervention malgré ma timidité en public, que je vais essayer de soigner ici même. Sous la pression des organisateurs que je dénonce, je me suis plié à l'exécution d'un PowerPoint. Alors que je suis un sceptique, un militant de ce support, donc il est artisanal. Je crois aussi que c'est la crainte de toujours voir les très beaux PowerPoints de la gendarmerie qui me réserve vis-à-vis de cet exercice. Et je vous félicite, Monsieur Blonde, d'y avoir résisté. Cette première diapositive, cette slide, donc, comme disent les initiés, incontournable pour rappeler les valeurs de la direction d'emploi à laquelle j'appartiens et qui font écho à la devise de la police nationale que vous connaissez tous. Est-ce que quelqu'un la connaît ? Quelqu'un connaît la devise de la police nationale ? Pardon ?
Presque, mais pas du tout. Pas non plus, non. Bah écoutez, vous chercherez, c'est pas grave. Alors, comment ça marche ça? Tac, ici. Alors, s'il en était besoin, je rappelle très brièvement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas clair peut-être. Et schématiquement, donc, la police nationale est une institution organisée en juxtaposition de directions d'emploi, réunie sous un patronage unique, la DGPN, contrairement à la gendarmerie nationale qui est, si je peux me permettre, commandant, une organisation en pyramide hiérarchique et territoriale. C'est à peu près ça? Allez, c'est ça. Je ne vais pas m'attarder, sinon je ne serai pas dans les 20 minutes. Je suis dans la DCSP, c'est pour ça qu'on ne laisse pas la parole. Vous avez eu votre temps de parole, commandant. Je suis dans la DCSP qui est ici au centre de ce schéma. Et je passe à la suivante. Tac. Alors, à la question qui suis-je, que je me pose chaque jour en me réveillant. Tout est inscrit ici finalement. Je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je vieillis, j'ai de moins en moins de place. Ça me fait un petit peu peur, mais bon, c'est comme ça. Et au niveau de la mobilité aussi, les contraintes d'un commissaire de police. Bon, j'ai tout énuméré juste pour que vous voyez l'expérience professionnelle possible. Je vais y revenir en fait de façon développée et après, j'arriverai quand même à ce qui nous intéresse tous. C'est intéressant. Le commissariat de Valenciennes, il ne fait pas rêver. Ne dites rien, c'est ma ville d'origine. Non, je l'ai mis parce que j'y ai quand même fait mes débuts et j'y ai découvert les brigades des mineurs et donc leur vrai sujet. J'y ai découvert, on en a parlé, je crois d'ailleurs que c'est quelqu'un du Nord qui en a parlé, que voilà, des familles pouvaient violer leurs enfants et donc j'ai compris beaucoup de réalités à cet instant-là, notamment les cheminements qui pouvaient arriver pour ces personnes en fugue, ces jeunes, ce qui avant m'échappait comme étudiant préservé de la réalité de la vie. Je le dis, je ne fais aucun lien, donc Valenciennes était une zone sinistrée, je ne fais aucun lien absolu entre la misère sociale et les errances de la vie, mais voilà, le dénuement est quand même un écueil pour la fatalité, ça c'est une réalité malheureusement. Hop. Ensuite, j'ai donc exercé à Creil, qui ne fait pas rêver non plus forcément, pour ceux qui connaissent. Bon, j'y ai exercé 5 ans comme officier de quart. C'est les fonctions, j'allais dire, les plus au cœur du monde policier. En gros, c'est celui qui gère un peu tout, toutes les arrivées, les suicides, les découvertes de cadavres, les étrangers, etc. Donc également les fugues de mineurs. Cela dans un panel d'activités délicats. Et je vais y revenir sur ce problème de gestion, ce problème de tri, usant de mots crus, mais qui sont quand même une réalité. J'y ai vécu indirectement la hantise de tous les policiers, c'est-à-dire un cas donc, de fugue, de disparition, signalé, et qui s'est avéré être un assassinat d'une jeune fille par son beau-père. Nous n'aurions rien pu faire puisque nous avions été saisis après le meurtre. Donc pas de regret d'un point de vue policier, nous étions impuissants dès le départ de l'affaire, mais c'est la hantise des policiers d'être confrontés à ce genre de faits, de ne pas savoir appréhender tout de suite la réalité, la vérité de quoi on a affaire, et de juger cela comme une fugue habituelle, alors que ça n'en est absolument pas une. Voilà, je me souviens d'avoir vu les enquêteurs partir avec leurs pelles et leurs pioches pour déterrer le cadavre. Ça aussi, c'est la vérité de notre métier qui n'est pas toujours facile. Je suis parti à Paris après, qui n'a rien à voir dans mes fonctions avec le sujet actuel. J'avais quitté le judiciaire, qui est un monde vaste, j'y reviendrai, complexe, délicat, en pleine évolution, pour le monde tout aussi délicat et sensible de l'ordre public, avec, cette contestation généralisée qui n'est pas forcément non plus très facile. J'ai ensuite fait quelques lieux de passage entre Cannes et Lille, vous aurez votre préférence, c'est très différent. Ouais, on est vraiment mobile, je vous le dis. Des expériences judiciaires assez fortes, je me souviens à Lille, et vous en avez parlé, je crois que c'était là-bas qu'il y avait quelqu'un de Lille, de jeunes filles, très jeunes filles, 12-13 ans, prostituées, qui avaient perdu toute notion, toute conscience du bien, du mal, toute conscience de leur propre intégrité physique. Tout cela leur échappait complètement. C'était assez... Pour nous aussi, enquêteurs, il ne faut pas croire qu'on est chevronné à ça. Je vais parler donc des brigades des mineurs. Il y a une usure qui guette ces professionnels qui travaillent dans ces brigades, parce qu'on n'est pas forcément parfaitement formé. La formation, c'est une formation de terrain, à vivre, à subir et à digérer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on nous jette en pleine face.
En plus, on est dans une époque, j'y reviendrai aussi, très critique à l'égard de l'institution de la police, de responsabilisation, j'y reviendrai également. Voilà, tout ça pour dire que le quotidien de la brigade des mineurs n'est pas simple. Je suis parti en tant que commissaire ensuite à Blois, qui fait plus rêver, là, pour le coup. Quand on arrive dans la Loire, on en tombe amoureux et on ne la quitte que difficilement. Mes fonctions polyvalentes de directeur adjoint de la sécurité publique m'écartaient du sujet. J'étais plus là sur des sujets de terrorisme compte tenu de l'actualité, de radicalisation, et c'est à cela que je voulais venir parce qu'on n'en a quand même pas parlé. Bon là, c'est pas trop d'intérêt, je la passe. Voilà, le risque de la radicalisation. Bien sûr, l'alcool, bien sûr, les stupéfiants, bien sûr, la prostitution sont les risques les plus répandus concernant les fugueurs ou les jeunes majeurs en perdition. On ne peut pas ignorer ce risque de radicalisation. Même si les signalements sont moins nombreux peut-être qu'auparavant, même s'il y a certains faits qui remontent de quelques années, ils remontent seulement de quelques années. Le risque est toujours là, il est toujours en cours. Donc il faut faire un arrêt précis sur ce danger prioritaire et se rappeler qu'à notre époque de perte de valeur, des jeunes gens cherchent encore des repères, des positionnements que les religions extrêmes, dans leur extrémisme, peuvent leur apporter une apparence structurante. Donc les défenses de ce public jeune sont réellement basses face à des professionnels de l'endoctrinement. Et leur situation en crise permet un abandon complet au premier refuge offert. Il n'y a pas que la radicalisation religieuse, il y a d'autres groupes structurants qui peuvent tenter de les perdre. Je peux penser à des zadistes, des ultra-gauches, qui peuvent tenter aussi de toucher des publics jeunes et ensuite de les modeler à leur goût et éventuellement de les jeter dans des risques qui toucheront leur sécurité. Je pense qu'Internet est un véritable écueil sur nos sujets. C'est vraiment la clé de voûte de nombreuses difficultés. C'est à la fois l'endroit où, par excellence, où sont rompus les liens générationnels. On ne maîtrise plus trop ce que font les jeunes sur Internet. On n'a pas du tout les mêmes qualités de surf. Et puis, c'est là où sont rompues aussi toutes les conditions de sécurité. Donc, vigilance sur Internet, c'est un outil, c'est une aide pour nous. Et puis, c'est un danger aussi considérable. La coopération, vous l'avez rappelé, commandant, est pleine et entière sur ces sujets. Je ne parle pas assez fort, non, c'est le micro. En tout cas, pour empêcher les sorties de territoire, je vous dis, le sujet est encore en cours, donc je tenais quand même à en parler. C'est essentiel. Je suis parti ensuite à Tours, et c'est surtout cette expérience dont je voulais vous faire part, comme chef de la sûreté départementale pendant 2 ans. Alors Tours, on en a aussi cette vision assez historique, assez calme de vie, paisible histoire de la vision basacienne de Tours. Mais la réalité de la ville est tout autre. Et je voulais vous livrer quelques chiffres. Je crois que c'est ça. Le Tours policier, qu'est-ce que c'est ? Donc Tours, c'est une monocirco, c'est-à-dire que la police gère 6 villes autour de Tours, toute l'agglomération. C'est une métropole maintenant qui donc comprend 240 000 habitants. En vrai, c'est 400 000 personnes sur le territoire au jour, puisque les migrations pendulaires professionnelles font que vous avez cette somme. 500 personnels de police, tout confondu. Je reviendrai après. Très sensible, 2 quartiers de reconquête républicaine. On est en pleine sécurité du quotidien, vous le savez. 16 000 faits constatés, 24 000 procédures par an. Alors ça ne parle pas beaucoup, mais rapporté au nombre d'habitants, vous imaginez que c'est comme si on avait une procédure sur 10 habitants. Bon, ce n'est pas tout à fait la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi je donne cette activité ? Pour rappeler que les fugues ne sont pas notre seul sujet de préoccupation et ne peuvent pas l'être. Parce que ce n'est pas à l'origine un sujet pénal pour nous, parmi la multitude des sujets qu'on a. Et on est à une époque du tout urgent et du tout priorité. On voudrait que tout aille plus vite que la musique, sauf qu'on n'est pas en mesure de traiter 24 000 procédures par an en un clin d'œil. C'est impossible. 60 plaintes, 65, je m'étais à peu près trompé, plaintes par jour, pardon, et 25 transmissions de courrier. En fait, on est en gros à 100 dossiers de nature pénale qui nous arrivent tous les jours. Je vais vous montrer donc ce qu'est la sûreté départementale. Bon, on ne verra pas grand-chose. C'est l'organigramme, bien sûr, flouté de mes personnels. Une sûreté départementale, qu'est-ce que c'est ? C'est une entité qui gère toute la fonction judiciaire de la sécurité publique d'un commissariat. Donc, elle est compétente pour toutes les procédures qui lui arrivent. On va dire depuis des différents voisinages jusqu'à des crimes, des viols, des meurtres. Il y a 105 personnes ici. Donc, c'est 105 personnes pour gérer les 24 000 procédures dont je vous ai parlé. Je ne vous fais pas de ratio, vous le ferez ensuite sur le temps. Ça fonctionne H24. Vous avez toutes sortes de personnels, des actifs, des administratifs, des personnels scientifiques, techniques, vous les connaissez. Donc vous comprenez que cette charge fait que, évidemment, ce n'est pas facile de gérer toutes les fugues mineures et de bien les évaluer. Que fait la police ? J'ai
horreur de cette phrase. J'aime beaucoup Belmondo, par contre. J'avais essayé de le faire passer comme éponyme de ma promotion, mais ça a été refusé par ma direction. C'est dommage. Cette phrase, c'est vraiment l'actualité. Elle reste d'actualité, comme si la police était redevable de tout, comme si la police pouvait tout solutionner. Ce n'est pas le cas. Elle n'est pas toute puissante parce qu'il y a des sujets qui lui échappent, parce que l'accumulation de faits dépasse l'entendement, je vous le dis, c'est une réalité, et parce que le temps policier et le temps de la justice n'est pas parfois celui de la réalité. Donc c'est aussi simple que ça. Belmondo, pourquoi? C'est la deuxième caricature. On a encore cette image, moi je l'aime beaucoup, hein, mais du flic gros bras. C'est un petit peu ce qu'on voit, qu'on continue à percevoir, et la réalité là encore est tout autre. Mais on souffre de ces écueils, de cette pensée très répandue, trop répandue à l'égard de la police. Et moi je milite pour qu'on sorte de ce temps du que fait la police et de ces mythes. J'en viens à notre sujet. Donc, voilà, une sûreté départementale traite des fugues, des disparitions, comme elle traite des vols, des trafics, des viols, des meurtres, avec deux problèmes. Celui de la mesure, quels moyens on emploie parmi toutes les fonctions qui nous sont dévolues, et celui de la priorité. Où est-ce qu'on consacre le personnel, les moyens? Est-ce qu'on le met justement pour des fugues, ou est-ce que je le mets pour du trafic de stupéfiants? Est-ce que je le mets pour un meurtre, pour un violeur en série? C'est du vécu, c'est du réel. On n'a pas des personnels extensibles ni des moyens extensibles à volo. Avec une difficulté, je l'ai dit, les policiers sont, j'aurais dû mettre le professionnel finalement, des professionnels certes, mais ils sont également des êtres humains avec leurs failles, leurs risques d'erreur dans le jugement, l'appréciation. Autre affiche célèbre, voilà, le poids de la responsabilité, je l'ai évoqué. C'est-à-dire, par dérision bien sûr, hein, c'est pas parce qu'un policier ne mesure mal une situation qu'il est un ripou. En revanche, jusqu'où poussera-t-on sa responsabilité dans l'époque actuelle? Je l'ai dit sur ce qui s'est passé à Creil, ça aurait pu être une autre situation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de manque de discernement. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est le manque de discernement, parce que ça, on peut le servir partout. On peut l'appliquer à n'importe qui, à n'importe quelle intervention qui se passe mal. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi protéger nos policiers avec, évidemment qu'on doit engager leur responsabilité en cas de faute grave, mais pour une erreur manifeste d'appréciation, qu'en est-il? Moi, je crois qu'il ne faut pas aggraver une crise du système judiciaire et des vocations judiciaires et des hauts potentiels dont on a besoin en police nationale sur ces sujets. Et je pense aussi qu'il faut parfois savoir, on a énuméré donc les possibilités judiciaires d'enquête, mais simplifier le droit pénal pour nous rendre l'enquête accessible, parce que sinon, on sera également dans un temps plus restreint de notre activité. Quel espace pour la fugue? Voilà, donc c'est là, j'en viens au sujet. Quelle place parmi ces charges peut-on accorder face à des situations aussi extrêmes que, oh là là, hein, des simples jeunes qui partent en rébellion symbolique, qui désobéissent à leurs parents juste pour aller voir leur petit ami, jusqu'à l'enlèvement d'un enfant, d'une enfant, son détournement, son exploitation ou pire encore. Donc les brigades des mineurs sont confrontées à tout cela. Elles traitent de sujets judiciaires lourds et extrêmes. Vous l'avez suivi, bien sûr, qu'on a des personnels qui revendiquent, qui s'expriment sur ces difficultés, sur leur burn-out, sur leurs risques. La police a récemment, en tout cas beaucoup de policiers ont manifesté là-dessus. Voilà. En quittant Tours, moi j'ai voulu quand même compter le nombre de cas qui m'avaient été soumis en tant que chef de service sur 2 ans. Donc 974 cas de fugue de mineurs m'avaient été signalés. Imaginez quand même que je ne peux pas traiter avec, j'allais dire, tous les moyens qu'on a pu énumérer. Tous ces cas, c'est juste impossible. Donc cette caricature n'est pas une dérision du sujet, hein, et vous l'avez dit, commandant, on doit prendre tous les sujets au sérieux. C'est juste une mise à distance pour rappeler qu'il faut aussi être prudent et circonspect dans l'évaluation et qu'on ne peut pas débloquer des moyens ultimes pour tous les cas. C'est impossible. La majorité des cas trouvent une issue favorable ou positive, et ne sont pas des sujets de police pénale à proprement parler. J'insiste sur le terme. Ils sont traités donc parfois par les services compétents, je pense bien évidemment aux services associatifs, sociaux ou médicaux. Ces sujets ne sont malheureusement pas connus ou distingués, départagés à l'avance. C'est pourquoi, bien évidemment, nous sommes obligés de réaliser des actes obligatoires. C'est inscrit dans la plaquette. Donc évidemment, toute situation, quelle qu'elle soit, doit être portée à la connaissance des services de police, qui ont l'obligation, oui, de les traiter. C'est vrai, dans les services, lorsque vous venez déclarer une fugue, vous pouvez être confronté à l'absence d'enthousiasme des personnels procéduriers. Je le comprends, c'est une réalité. Le travail d'accueil est un sujet que nous prenons à bras-le-corps dans la police nationale. Oui, il peut être amélioré, mais oui, je réclame de la compréhension et de la tolérance sur l'accueil qui est réservé face à une multitude de choses qui sont quotidiennement révélées en police nationale. Donc la qualité de l'accueil voilà, est un sujet de préoccupation qui s'améliore au fil du temps. Et ce n'est pas parce que vous avez un accueil
pas forcément souriant sur la déclaration d'une fugue que le travail n'est pas fait, il est obligatoirement fait, je le souligne. Donc le cas est signalé localement, régionalement, obligatoirement relayé sur ces fichiers de personnes recherchées. Vous le voyez là, ce sont des exemples forcément censurés d'outils internes qui sont diffusés de façon locale, régionale, nationale, à d'autres services de sécurité ou encore plus largement. Le fichier des personnes recherchées est un outil de sécurité des plus importants. Il est systématiquement utilisé en cas de contrôle, de vérification d'identité ou d'interpellation. Il permet également de référencer les mesures à prendre en place et les personnes à contacter. Combien de temps me reste-t-il ? 3 minutes, c'est parfait, c'est exactement ce que j'attendais. Il est très différent, c'est très différent pour les recherches les plus poussées. On a parlé de téléphonie. Oui, on peut faire beaucoup de choses en téléphonie, mais malheureusement, on est pris par l'urgence. Donc, faire des fadettes, dresser un environnement, savoir qui l'enfant a contacté ou qui l'a contacté, évidemment, ça peut nous permettre de dresser son parcours, mais s'il y a urgence, si tout doit être fait en quelques jours, ça devient très compliqué. Internet est le même sujet. On peut évidemment essayer de connaître toutes ces consultations, savoir qui l'a contacté, savoir ce qu'il a vu, où il est allé surfer. Sauf qu'Internet, je l'ai dit en préambule et plus avant, devient de plus en plus impénétrable. C'est un vrai désolement pour nous. Toutes ces nouvelles plateformes, tous ces nouveaux réseaux sociaux qui sont armés, protégés, où tout s'efface, tout est manipulé, tout est caché. Voilà, pour nous, c'est un outil, mais c'est également un écueil. L'usage des unités canines, très ancien, mais reste totalement actuel. C'est complètement fiable. C'est l'interprétation que nous faisons des signaux envoyés par les unités canines qui, elle, n'est pas forcément fiable. Et forcément, les unités canines sont limitées puisqu'elles ne pourront pas remonter des pistes avec les moyens de transport modernes, vous en doutez, mais l'information est fiable. Après, c'est aussi la disponibilité de ces équipes qui ne sont pas forcément répandues partout en France. La communication médiatique, je voulais y revenir, conditions et difficultés, l'accord de la famille, l'accord des magistrats, et puis attention à ce qui peut être contre-productif. Trop de communication médiatique banaliserait les cas. Ça ferait qu'il n'y aurait plus aucune réponse. Et puis, ça peut aussi être un vecteur de mise à exécution de menaces. Un enfant en mal-être pourrait, en se voyant médiatisé, commettre l'irréparable, ou un ravisseur agir de même. La source, je voulais en parler. Alors la communication, on va le faire très vite. C'est un risque dans la police nationale, c'est très compliqué. Ça ne se fait pas de façon instantanée. C'est tout ce que je voulais dire, un atout et un danger. Pour le sujet judiciaire, toujours des références importantes. Guy Les Bons Tuyaux, vous l'aurez remarqué, j'ai mis les sources. Pourquoi ? Parce que je suis assez désolé, dans le monde judiciaire, je suis à l'aise sur le sujet, hein, c'est un sujet dangereux, compliqué, et effectivement, qui fait parler, qui fait couler de l'encre, je le comprends bien. Voilà, on a des sources sur des sujets de stupéfiants, on a des sources sur toutes sortes de sujets, mais en matière de prostitution d'enfants, de proxénétisme, moi, j'ai jamais rien eu. J'ai jamais rien eu. Et je regrette infiniment de ne pas avoir des gens qui viennent justement communiquer là-dessus. Je pense qu'il y a forcément des gens qui voient, qui savent des choses et qui ne le font pas. Pourquoi ? Je ne répondrai pas à la question. Ça me désole. Je stigmatise absolument personne, mais je pense qu'on parlait des hôtels quand même, que sur ces sujets-là, je devrais normalement avoir beaucoup plus de signalements, et ce n'est pas le cas. Donc ça m'embête véritablement parce que c'est quand même des lieux de proxénétisme. Donc ces sujets judiciaires, c'est ce qui nous intéresse vraiment en police, évidemment, avec la constitution de bandes, de l'économie souterraine, il y en a beaucoup d'argent en jeu, des vols, des trafics de stupéfiants ou bien sûr la vente du corps. Les procédures sont trop rares, malheureusement, sur ce proxénétisme, et ça, je le déplore, vous l'aurez compris. Nos enquêteurs font face au mutisme, à la fois au mutisme donc, des personnes au courant de ce qui se passe et au mutisme des enfants eux-mêmes ou des jeunes adultes qui ne nous parlent pas, peu ou prou, de la même façon qu'ils parlent, à mon avis, peu aux institutions et aux associations. C'est notre difficulté. J'en ai terminé, mesdames, messieurs, avec cette courte présentation. Je suis dans les temps. Vous êtes parfaitement dans les temps. Parfait. Les questions, ce sera pour tout à l'heure. Ouais, je les ai mis quand même. Si je peux rester gardienne du déroulé. Absolument. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Gruzel, pour cette présentation très incarnée. Nous allons franchir la petite frontière invisible et passer du côté de la justice. Donc, Madame Biais, dites-nous un petit peu comment vous appréhendez-vous le sujet côté procureur sur cette question de la fugue, de la définition, Allez-y, 20 minutes.
Même règle du jeu pour tout le monde. Oui, ça va aller. Alors, donc Pauline Bier, substitut procureur, parquet des mineurs de Bobigny. DIFAGE signifie division de la famille et de la jeunesse. Donc un joli acronyme pour dire en fait parquet des mineurs. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, je n'ai subi aucune pression, donc je n'ai pas de PowerPoint, mais je vais pour autant essayer d'être claire dans mes propos et de tenir le temps imparti. Donc le parquet des mineurs, composé de magistrats, évidemment aussi de greffiers, toujours très utile, des magistrats qui ont pour rôle et un rôle d'enquête, un rôle de direction d'enquête pénale, donc avec les services de police et de gendarmerie. Je suis désolée si j'oublie la gendarmerie à chaque fois, mais j'en ai pas sur le ressort du 93, donc je ne travaille pas beaucoup avec les gendarmes. Donc un rôle de direction d'enquête et puis un rôle, pour ce parquet des mineurs spécifiquement, de protection de l'enfance, et puisque nous intervenons en termes d'assistance éducative. Donc je crois que la fugue, c'est justement un sujet qui illustre bien ce rôle du parquet des mineurs qui intervient et sur le plan pénal et sur le plan ensuite de la protection de l'enfance. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, je n'ai pas de chiffres sur le nombre de fugues que l'on traite et que mes services d'enquête traitent. C'est évidemment énorme. Alors, je n'ai pas de chiffres, mais j'ai un exemple très récent, puisque c'était cette nuit, puisque j'étais d'astreinte. J'ai été appelée 8 fois pour des disparitions inquiétantes. Alors, il faut savoir que au parquet de Bobigny, on a une politique pénale assez précise par laquelle on distingue les fugues inquiétantes, les disparitions inquiétantes et les fugues simples. Alors, j'aime pas trop ces termes parce qu'on est d'accord pour dire que toute fugue est inquiétante, mais la quantité de déclarations de fugue, la quantité de mineurs en errance sur le 93 et le peu de moyens qu'on a, et au niveau de la justice et au niveau des services de police, font qu'on est bien obligé de prioriser certains cas de disparition. Donc, par exemple, cette nuit, c'était autant de cas de disparition inquiétantes, donc c'était essentiellement des moins de 14 ans. On a essayé de mettre en place des critères qui sont évidemment pas des critères fixes, et on peut toujours signaler à notre parquet une disparition qui, selon nos critères, ne serait pas vraisemblablement inquiétante, mais qui, pour l'enquêteur, l'est. Donc des critères qui ne sont pas forcément précis, mais qui tiennent compte de l'âge du mineur qui a fugué, qui tiennent compte du fait de savoir si c'est sa première fugue, si c'est un fugueur habituel, qui tiennent compte de savoir de son état de santé, est-ce qu'il prend un traitement médicamenteux, mais tout ça, la gendarmerie l'a déjà dit, je ne vais pas y revenir, le risque suicidaire, la personnalité du mineur. Et avec tous ces éléments-là, on essaye de faire les tris. Enfin, d'abord, les enquêteurs essayent de faire le tri pour savoir si c'est une fugue simple ou une disparition inquiétante. Et dans le deuxième cas, aviser nos services du parquet. S'agissant des fugues simples, et je ne vais pas tellement en parler parce que ce n'est pas forcément ce qui demande le plus de développement, il s'agit essentiellement de fugueurs habituels et avec qui le parent ou une personne majeure va garder un contact. C'est-à-dire que le mineur qui part de son domicile, encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, et qui reste en contact, alors pas toujours de manière régulière, mais avec qui on garde un contact, on sait où il est, on ne sait pas quand il rentrera, on ne sait pas pourquoi il est là-bas, mais on sait où il est. Dans ces cas-là, les services de police nous font un avis au bout de 24 heures de disparition, tandis que dans les autres cas, c'est un avis immédiat qui nous est fait. Avis immédiat parce qu'on vous l'a dit aussi, c'est évidemment une lutte contre le temps, contre la montre. Il y a des actes d'enquête précis à diligenter et surtout des actes d'enquête à diligenter dans les plus brefs délais. Alors il y a les inscriptions au fichier qui sont évidemment très importantes et pour lesquelles les services de police n'ont pas du tout besoin de nous appeler, et heureusement, puisque quelquefois on attend quand même quelques heures avant d'avoir le parquet au téléphone. Donc ces actes d'enquête-là qui sont, on va dire, automatiques et obligatoires, des inscriptions au fichier, l'audition de la personne qui vient déclarer le mineur en fugue avec tous les éléments qu'on a besoin de savoir, la tenue vestimentaire, la description physique, si le parent peut aussi apporter une photo, parce que c'est toujours plus simple de faire un appel général, c'est-à-dire de diffuser une disparition inquiétante avec la photo du mineur plutôt qu'avec juste une description. Et puis ces actes-là d'enquête, une fois qu'ils sont faits, et si on n'a toujours pas de nouvelles du mineur disparu, on va avoir des actes d'enquête, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des actes d'enquête qui sont beaucoup plus intrusifs. C'est un cadre d'enquête particulier, on vous l'a dit aussi, l'enquête pour les recherches des causes de la disparition, qui laisse au parquet et donc au service de police des pouvoirs d'investigation assez énormes, mais limités à 8 jours. Acte d'investigation énorme, puisque, encore une fois, intrusif, puisque ça peut aller à la perquisition, à la fouille de la chambre de l'adolescent pour essayer d'y trouver un carnet intime,
crois que c'est plus trop à la mode, mais bon, il y en a encore qui en ont, l'ordinateur qu'il utilise, essayer de se connecter sur ses réseaux sociaux, etc. Acte intrusif aussi, la brigade canine, qu'on envoie quand même sur les traces d'un mineur. Autre acte intrusif, la téléphonie. Mais alors la téléphonie, on a un peu l'impression que c'est souvent la solution de tout et que finalement on n'a qu'à faire des réquisitions téléphoniques, des géolocalisations et puis hop, c'est parfait, on saura où est le mineur, on le récupère puis on l'auditionne. Malheureusement, la plupart des cas, et ça a été le cas cette nuit, sur les 6 personnes, sur 6 personnes pour lesquelles on m'a appelé, ces 6 personnes n'avaient ce qu'on appelle aucun objet traçable. Pas de téléphone, pas de carte bleue, ça c'est souvent le cas, pas de carte Navigo, ce qui est pas mal en région parisienne, puisqu'on peut quand même faire des réquisitions à la RATP pour savoir où est-ce qu'ils sont partis. Donc voilà, très souvent, malheureusement, les mineurs n'ont pas de téléphone. Et s'ils en ont un, ils en ont un sans carte SIM. Donc là aussi, c'est quand même très compliqué en termes d'investigation téléphonique de géolocaliser en temps réel ou pas ces téléphones-là. Donc voilà, la téléphonie, malheureusement, ce n'est pas la réponse à tout. On fait avec ce qu'on a. Et donc, on va dire crescendo dans ces actes d'enquête jusqu'à l'envoi de l'hélicoptère. Cette partie enquête, donc j'interviens quand les enquêteurs ont besoin de moi. Alors besoin de moi parce que le texte dit qu'ils doivent m'appeler pour effectuer un tel acte, ou besoin de moi parce que ils sont devant une porte fermée, qu'ils savent plus où aller et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer. C'est toujours un travail d'équipe finalement avec les enquêteurs, et c'est comme ça qu'on avance le plus vite. Le lien avec les enquêteurs, il se fait aussi au retour de la fugue du mineur, retour de fugue qui est très important aussi, on n'en parle pas toujours beaucoup, un retour de fugue qui doit nécessairement donner lieu à une audition du mineur et à une audition de ses civilement responsables. Une audition, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de savoir ce qu'il s'est passé pendant sa fugue. Première chose, c'est l'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fugue ? Est-ce qu'il y a eu des infractions commises ou est-ce qu'il y a eu des infractions commises à son encontre ? On veut absolument savoir ce qui s'est passé. On veut également savoir pourquoi il a fugué, évidemment, mais ça, à la limite, c'est dans le même temps. En même temps, c'est une audition. Mais vraiment, la première question à savoir, c'est est-ce qu'il a été victime de quelque chose ou est-ce qu'il a commis un acte délictuel pendant sa fugue. En fonction de cette audition-là, il peut se passer énormément de choses. On peut avoir des mineurs qui vont dénoncer des abus dont ils ont été victimes pendant leur errance, ou dénoncer des abus dont ils sont victimes et qui ont justifié leur fugue. Dans ce cas-là, on change de cadre d'enquête, on ouvre ce qu'on appelle une procédure incidente et on part donc sur une autre procédure pénale avec soit des violences sur mineurs de 15 ans par ascendant, soit des faits de proxénétisme si c'est avéré aussi dans son audition. On peut aussi, selon les cas qui sont dénoncés par les mineurs, changer de service d'enquête. C'est-à-dire que les fugues, pour ce qui est du département de la Seine-Saint-Denis, sont quasi uniquement traitées par les brigades locales de protection de la famille, donc les commissariats locaux, la brigade des mineurs, de façon un peu plus vulgarisée. Mais quand on bascule sur des faits de prostitution, de proxénétisme, de violences graves sur mineurs de 15 ans, on peut être amené à saisir un autre service plus spécialisé dans ces faits-là, que ce soit la police judiciaire, la sûreté territoriale ou encore d'autres brigades. Donc ça, c'est évidemment très important de savoir ce qui s'est passé pendant cette fugue et pourquoi est-ce que le mineur a fugué. Quand il n'y a rien de particulier qui s'est passé, quand le mineur nous dit « mais je suis parti parce que je me suis engueulé avec mes parents, parce que j'ai eu un avertissement au lycée », on ne peut pas systématiquement dire « on va quand même faire une évaluation pour voir ce qui ne va pas à la maison ». Ce n'est pas possible. Ça serait génial de pouvoir creuser, de voir s'il n'y a pas d'autres problèmes plus profonds dans les relations intrafamiliales, mais ce n'est pas possible. Donc là, c'est pareil, on va essayer de faire un tri entre ce qui nous inquiète, ce qui est moins inquiétant. Enfin, c'est un peu à l'aveugle, mais on fait du cas par cas. Et en fonction de ce qui est dit par le mineur et son civilement responsable ensuite, qui a entendu aussi, on va pouvoir éventuellement demander à la CRIP, notamment une évaluation de la situation. On peut également communiquer la procédure au juge des enfants s'il est déjà saisi. On a plusieurs façons d'intervenir sur ce côté-là, jusqu'à des moyens qu'on oublie un peu souvent d'utiliser, mais qui sont très importants, des moyens locaux, où dans les mairies, vous avez notamment des conseils locaux de lutte, attendez, je vais vous dire, c'est le CLSPD, mais j'oublie toujours ce que c'est, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, il y a le mot délinquance dedans, mais finalement, ce n'est pas uniquement le but de ce conseil, et dans ce conseil-là, vous avez des groupes de suivi de mineurs.
Et ça peut être des leviers très intéressants pour essayer de raccrocher un élève qui est complètement déscolarisé, qui n'arrête pas de fuguer, qui est tout le temps en errance, à un projet avec les associations de quartier, les animateurs de la mairie. Enfin voilà, c'est des choses vraiment très locales. Et quand ça marche, on a des super résultats avec ces jeunes-là. En fonction de la gravité, si je puis dire, de la fugue et de la façon dont elle se termine, l'enquêteur va nous faire un avis en urgence à la permanence parce qu'il faut absolument diligenter une autre enquête pour d'autres faits, ou sinon, pour le côté pratique, en tout cas sur le parquet de Bobigny, ça marche beaucoup d'avis par mail quand c'est moins inquiétant, où l'enquêteur nous dit voilà, tel mineur est rentré chez lui, voilà ce qu'il nous dit en audition, rien de particulier, qu'est-ce que vous donnez comme décision de clôture. J'insisterai peut-être sur la question de la prévention. Alors je pense que prévenir les fugues, c'est encore assez compliqué. En revanche, ce qu'on peut remarquer sur le terrain, c'est que bien trop souvent, la fugue, ça va être l'événement qui va déclencher un signalement ou une information préoccupante. Et finalement, quand on entend les civilement responsables, que ce soit au moment de la déclaration de fugue ou au moment du retour de fugue, ils nous disent « Ah bah c'est vrai que maintenant, je constate qu'il y avait tel et tel élément qui m'inquiétait, tel et tel élément qui m'inquiétait », ou bien le proviseur de l'établissement qui va dire « Ah bah oui, maintenant je réalise, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas venu en cours ». Enfin voilà, il y a quand même des petites choses qu'on ne peut ne pas louper et qu'on loupe encore trop souvent aujourd'hui, ou des proviseurs qui vont nous dire, ou des CPE, enfin du personnel d'éducation nationale, qui vont nous dire bah, c'est vrai que cette jeune fille, ça fait 2 semaines qu'elle arrive avec un nouveau sac à main tous les jours, que c'est quelqu'un dans une super voiture qui la dépose tous les matins. Ce genre de petits indices, sans parler de délation ni rien, c'est très important de le signaler, soit à la CRIP, soit au service de police. Il y a plein de gens qui sont disponibles pour recevoir ce genre de signalement. Voilà ce que je voulais dire sur la prévention, d'être peut-être un petit peu plus, d'être un peu meilleur pour le repérage. S'agissant des mineurs, alors moi je dis victimes de prostitution, hein, parce qu'alors on considère, je ne pense pas que ce soit que le cas de parquet de Bobigny, je pense que c'est le cas de tous mes collègues et j'espère, on considère qu'un mineur qui se prostitue est victime. Il n'y a pas de prostitution consentie quand on est mineur, ça n'existe pas. Un mineur n'a pas le droit de se prostituer, mais c'est surtout qu'on n'a pas le droit de profiter de la prostitution d'un mineur. C'est surtout ça qui est interdit, plus qu'au mineur de se prostituer. Et surtout, personne n'a le droit, évidemment, d'exploiter un mineur à des fins de prostitution. Sur cette question-là, on essaye de trouver des pistes parce que très souvent, on a un retour de fugue. On a des premiers éléments comme quoi la jeune fille, donc c'est très souvent des jeunes filles, se prostitue. Très souvent, elle nous dit que c'est à son compte et qu'elle fait ça comme une grande toute seule et qu'elle est très contente. On fait toujours systématiquement une enquête, évidemment. Et très souvent, cette mineure refugue. Donc ça, je pense qu'on est tous à observer ce même phénomène de fugue sur fugue de ces mineurs victimes de prostitution. On essaye au parquet de Bobigny de mettre en place, en prenant exemple pour rien vous cacher sur le parquet de Paris, un protocole d'éloignement. Alors c'est pour l'instant un peu la seule piste qu'on a, sachant que ça a beau être très prometteur puisque c'est avec une association qui s'appelle Hors la rue et puis d'autres associations qui vont permettre en fait à cette jeune fille d'être éloignée de l'Île-de-France. On a quand même quelques réserves sur, comment formuler ça ? Sur le fait de se dire que d'éloigner cette jeune fille, est-ce que ça ne va pas augmenter le risque de fugue à nouveau ? Puisqu'en l'éloignant, on l'extrait quand même de son milieu originel, de ses amis, de son cercle d'amis, de son cercle familial, de son cercle de prostitution aussi. Donc à voir dans quelle mesure ça peut fonctionner. Il faut surtout qu'elle soit éloignée, pas seulement éloignée géographiquement, mais éloignée dans des structures qui soient adaptées à leur accueil et à leur réinsertion par la suite, afin de ne pas augmenter du coup le risque de nouvelles fugues derrière. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Je vous propose qu'on s'arrête là. Ouais. C'était très clair. Il y aura certainement des questions qui vous permettront de faire des ajouts. En tout cas, merci infiniment. D'abord d'être avec nous. Merci. Et puis d'avoir très bien rempli votre office, parce que je crois que c'était très clair et dans le temps imparti. Donc, merci. Oui. Ça fait toujours du bien, les applaudissements pour les intervenants. Madame Valentine Fournier, donc vous allez vous exprimer de votre fenêtre d'observation qui est la protection judiciaire de la jeunesse dans les Yvelines, pour nous faire un petit topo sur l'évolution des pratiques professionnelles.
Donc, pareil, 20 minutes, comme ça on aura le temps d'avoir un peu d'échange avec la salle. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ma carrière, mais c'est peut-être important quand même que vous sachiez d'où je parle. Effectivement, aujourd'hui, j'exerce des fonctions de directrice territoriale dans les Yvelines, mais j'ai commencé ma carrière comme directrice de foyer, dans les Yvelines d'ailleurs aussi, et j'ai fait un détour assez long par l'administration centrale. Et là, je vais vous parler effectivement notamment d'une note et de sa mise en pratique sur le terrain qui a été produite à l'administration centrale il y a maintenant quelques années, donc sur laquelle on a un tout petit peu de recul. J'ai pas eu de pression, mais moi aussi j'ai fait un petit PowerPoint plus pour guider mes propos. J'ai entendu quand même beaucoup de choses depuis ce matin qui font écho à ma présentation. Voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles je passerai plus rapidement. Alors déjà, la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, je sais que dans l'assistance, vous en avez tous entendu parler, que vous travaillez plus ou moins avec nous. Je pense que c'est important de resituer les missions de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a pour mission principale l'action éducative dans un cadre pénal. Il s'agit pour nous d'éduquer, de protéger et d'insérer le mineur en conflit avec la loi dans un objectif de lutte contre la récidive et d'insertion durable dans la société. La protection judiciaire de la jeunesse a également pour mission l'aide à la décision des magistrats de la jeunesse. Il s'agit ici de sa mission d'investigation et de proposition éducative. Vous savez que les jeunes que nous prenons en charge le sont sur décision judiciaire. Enfin, la protection judiciaire de la jeunesse conçoit les normes et les cadres d'organisation de la justice des mineurs, y compris en protection de l'enfance. On peut insister sur le fait que la prise en charge des mineurs délinquants se situe dans le champ de la protection de l'enfance. Vous le savez, la plupart des jeunes que nous prenons en charge ont un passé en protection de l'enfance ou une prise en charge concomitante qui nous amène à travailler ensemble au quotidien. La prise en charge du public, donc très majoritairement un public de jeunes de 13 à 21 ans, dans un cadre pénal. C'est surtout de jeunes adolescents, garçons, qui ont autour de 16-17 ans. Cette prise en charge, elle est assurée par des établissements et des services du secteur public, mais également du secteur associatif habilité, qu'ils soient habilités exclusivement par l'État ou qu'ils soient habilités conjointement par l'État, le préfet et le président du conseil départemental. Donc une mixité du public qui nous permet aussi d'assurer une complémentarité dans les parcours, en fait, une continuité et une réversibilité des parcours entre le civil, le pénal, l'administratif, le judiciaire, voilà, de sorte à ce que on n'amène pas des solutions aux enfants uniquement par l'étiquette administrative qu'ils ont sur la tête, mais bien par rapport aux besoins qu'on a pu évaluer. Elle intervient donc par la mise en œuvre de décisions judiciaires qui lui sont confiées donc, dans 53% des cas dans le cadre de mesures de milieu ouvert, dans 4% de mesures de placement. Mais là, effectivement, on est sur un public assez particulier. C'est le public dont je vous parlerai tout à l'heure. Et dans 43% des cas, des mesures d'investigation. Je vous indique, donc, ce sont des chiffres de 2017. Plus de 140 000 jeunes sont suivis annuellement par la protection judiciaire de la jeunesse dans les cadres que je viens de vous exposer, dont, alors peut-être vous allez vous dire, seulement 85 000 au pénal, ce qui veut dire que les autres le sont bien en assistance éducative. Alors, la protection judiciaire de la jeunesse a souhaité avoir une réflexion sur la fugue, puisqu'on l'a entendu ce matin, la fugue, ça peut être le moment du départ, ça peut être le symptôme qu'on va traiter, ça peut être la conséquence de passage à l'acte subi de l'enfant. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il nous est apparu important, eu égard à notre cadre d'intervention, de venir préciser un certain nombre de choses à l'ensemble de nos professionnels, de sorte aussi à développer des pratiques professionnelles, je vous le dirai plus tard, qui doivent être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres.
puisque là, je vais resserrer mon propos sur la prise en charge des mineurs délinquants, donc pris en charge dans les établissements de placement judiciaire. Bien évidemment, dans le cadre de notre mission et de nos suivis en milieu ouvert, nous avons affaire avec le sujet des fugues, mais je ne vais pas m'étendre dessus, puisque ça rejoint quand même beaucoup ce qui a pu être dit dans la première table ronde. Il y a pour autant des pratiques professionnelles, à mon avis, différentes à développer en fonction de est-ce qu'on est dans la fugue, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un jeune qui agit et à quel moment le jeune va s'installer dans l'errance. Et voilà, et peut-être de développer d'autres pratiques par rapport à ça. Mais je referme cette parenthèse. Donc, sachant qu'effectivement, on développe tout un travail en milieu ouvert avec l'ensemble des acteurs en protection de l'enfance et bien évidemment un soutien à la parentalité. On en a parlé ce matin, qui est tout à fait important en la matière. L'idée étant bien de trouver les moyens de résoudre les difficultés qui sont soulevées, mises en exergue par cette situation de danger. Donc on a développé une note nationale. Alors c'est une note d'instruction de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse que vous pouvez trouver au BO assez facilement, au bulletin officiel du ministère de la Justice, qui est en date du 4 mai 2015. Et c'est une note d'instruction en matière d'absence non autorisée d'un mineur placé dans un établissement, donc du secteur public ou du secteur associatif habilité de la PJJ. Cette notion, donc c'est ce que je vous mets en exergue, c'est qu'on était un peu coincé, pardon pour le vocabulaire, mais par la fugue, parce que sans définition précise, elle nous renvoie quand même tous, et on le voit depuis ce matin, à cette idée principale de mise en danger du jeune. Or, quand un jeune est placé dans un cadre pénal, il y a d'autres contraintes et d'autres conséquences dont je vous parlerai plus tard qu'il faut absolument prendre en considération puisque de toute façon, elles vont avoir des effets assez immédiats dans certains cas et assez importants pour les jeunes et la poursuite de leur parcours judiciaire. Donc la notion d'absence non autorisée a été développée donc, dans le cadre des mesures de placement. Donc là, on est dans ce qui a été dit tout à l'heure, la garde étant alors transférée par décision judiciaire à l'établissement qui exerce pendant toute la durée de ce placement l'ensemble des actes usuels relatifs à la surveillance et l'éducation du jeune confié. Il s'agit donc avant tout aussi d'une mesure de protection. Donc vous allez le voir, à la protection judiciaire de la jeunesse, on est toujours dans cette dialectique protection et pour autant mesures judiciaires contraintes ayant des effets importants sur la situation du mineur. Au-delà de cette mesure de protection, la décision judiciaire et le cahier des charges de l'établissement dans lequel le jeune est placé définissent le cadre et les contraintes de la mesure de placement. Dans ce cadre-là, il peut bien évidemment être assorti de certaines mesures, comme le contrôle judiciaire, mais ils peuvent aussi constituer un aménagement de peine. Donc vous l'avez compris, ça a été dit ce matin aussi beaucoup, chaque situation est singulière et entraîne des conséquences totalement différentes concernant la situation du jeune. Les enjeux de l'absence non autorisée sont donc différents en fonction de la situation judiciaire des mineurs. On peut être effectivement comme monsieur l'a dit, sur une simple fugue parce qu'on est à l'adolescence et que le jeune il a envie, même s'il est placé en institution, d'avoir ses amis, de pouvoir aller boire un coup au café et que il faut rentrer à 17h, c'est le règlement de fonctionnement de l'établissement qui le dit, mais lui il n'a pas envie. Voilà, on peut être là-dessus, on peut être sur le non-respect du règlement de fonctionnement comme je viens de vous l'indiquer, mais on peut être aussi dans le non-respect de l'obligation judiciaire jusqu'à une évasion. Puisque les jeunes peuvent être placés, comme je vous l'ai dit, en aménagement de peine. Je ne veux pas rentrer dans des notions trop techniques parce que je pense que ce n'est pas nécessairement ça qui vous intéresse, c'est plutôt de comprendre les concepts et les enjeux qui sont les nôtres. Donc, la réflexion qui a été la nôtre par la rédaction de cette note et sa mise en œuvre, c'était bien de développer des pratiques professionnelles qui viennent tenir compte de la problématique du jeune, donc de cet aspect de protection,
qu'est-ce que ce jeune il est en train de nous dire par son passage à l'acte. Enfin voilà, je ne répète pas tout ce qui a été dit ce matin, mais on est dans cette réflexion-là aussi sur nos pratiques professionnelles. Et donc, on développe des pratiques qui tiennent compte, bien évidemment, de l'aspect de prévention que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, et bien évidemment de son traitement. On a aussi l'enjeu des conséquences qui vont être celles pour les mineurs. Donc, une démarche très importante, je vais peut-être insister sur celle-là parce que c'est peut-être celle qui a été la moins développée, la prévention. La prévention, donc là on rejoint une autre philosophie développée par la protection judiciaire de la jeunesse qui est la démarche de promotion de la santé. Donc la philosophie, très rapidement, c'est donc inspiré des grands principes déclinés par la Charte d'Ottawa. Cette démarche vient inclure le champ de la santé dans son acception globale, santé-bien-être, dans le cadre de l'action éducative. La santé, à ce moment-là, est donc posée comme un facteur de réussite de la prise en charge éducative, en agissant sur l'ensemble des déterminants en santé-bien-être et en mettant, bien évidemment, le sujet lui-même au cœur de ses actions. Elle invite également chaque professionnel de la place qu'il occupe dans l'institution à s'intéresser à l'impact de l'environnement du jeune sur son bien-être. Donc l'absence non autorisée, en ce qu'elle constitue une mise en danger, doit donc être interrogée préventivement par rapport non seulement aux organisations de travail et aux postures professionnelles, mais également par rapport aux besoins singuliers de chaque jeune accueilli. Pour le dire en d'autres mots, on a aussi développé à la protection judiciaire de la jeunesse toute une réflexion sur la prévention des maltraitances en institution. Voilà, on sait que le cadre de nos établissements, on a eu plusieurs rapports, alors notamment sur les centres éducatifs fermés, à partir desquels on a pu faire des plans d'action qui ont pu nous aider à évoluer dans nos pratiques professionnelles. Sur l'ensemble des autres établissements de placement, on voit bien que la contrainte, la fermeture, le turnover des professionnels, enfin vous connaissez tout ça, hein, le peu de formation des professionnels, empêche à certains moments des postures professionnelles et à certains moments confine. On a eu des situations à des grosses difficultés, pour le dire politiquement correct. Donc la prévention, sa mise en œuvre, c'est effectivement considérer les spécificités du public et développer des modalités de prise en charge adaptées dès l'accueil du jeune. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un public majoritairement masculin, adolescent, donc avec toutes les problématiques adolescentes. Alors ils ont d'autres problématiques, mais ils ont déjà celle-là, qui en est quand même une belle, j'ai envie de dire, sont des jeunes qui sont en conflit avec la loi, en recherche d'autorité et qui ont effectivement un passé en protection de l'enfance. J'insiste là parce que ce passé en protection de l'enfance fait qu'ils connaissent bien les systèmes, ils savent bien comment ça marche et ils savent bien les réponses aussi qu'ils vont avoir. Donc ces jeunes-là, c'est aussi important à certains moments d'arriver à les surprendre dans les réponses qu'on peut leur donner. Donc l'enjeu pour nous, c'est quand même, avec l'ensemble des contraintes qui sont les nôtres, de favoriser la mise en place d'un cadre institutionnel bien traitant, contenant, sécurisant, collectivement partagé par les professionnels et les jeunes. Alors, la contenance éducative, on a aussi développé ce concept-là, la contenance par le contenu, enfin voilà, tout ça, je pense que ça vous parle. C'est plus facile, effectivement, pour qu'un jeune reste, déjà qu'il soit bien accueilli, déjà qu'il ait quelque chose à faire, qu'on individualise son projet, qu'on ait des réponses à apporter à ses besoins. Ça peut paraître évident, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est pas facile au quotidien à faire vivre. Et il faut parler de ces sujets-là. Il faut parler de ces sujets-là avec les professionnels, justement, pour leur dire que c'est pas parce que ils sont en difficulté ou ils sont mauvais qu'ils n'y arrivent pas. C'est juste que c'est un ouvrage sur lequel il faut se remettre perpétuellement. Il faut aussi traduire ces objectifs dans le projet d'établissement, le règlement de fonctionnement, la démarche d'évaluation interne, enfin voilà, tous ces outils qui vont permettre aussi justement de ne pas livrer le professionnel à lui-même sur qu'est-ce que tu lui réponds toi aux jeunes, ce que je peux. Non, il faut outiller les professionnels aussi pour qu'il ait des réponses, pas des réponses plaquées, pas des réponses systématiques, mais qu'ils puissent quand même se référer. Voilà, se référer pour mieux agir. L'élaboration des protocoles partenariaux, donc là c'est fondamental, hein,
sur tout ce qui a été évoqué par le parquet et les services de police et de gendarmerie en amont. C'est très important pour nous aussi qu'on soit à notre juste place, mais que justement on puisse aussi aider les services dans cette course contre la montre, puisque a priori on connaît quand même le jeune et on est les plus à même au départ à livrer une évaluation de la situation assez précise au service. 2 minutes, très bien. Donc l'enjeu pour nous, vous l'avez compris, c'est d'arriver à avoir un traitement ajusté à la situation qui vienne répondre au plus près de ce que le jeune nous dit, mais aussi des conséquences pour lui. Donc on essaye de mettre en place un process que les agents des services vont suivre. Donc la constatation, par exemple, je vais juste traiter du régime général, parce que ça ne sert à rien quand l'absence non autorisée est constitutive d'une évasion. Bon, c'est de la procédure, c'est intéressant, mais pas forcément dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Quand elle est le régime général de l'absence non autorisée, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, la constatation et le signalement de l'absence non autorisée. C'est important d'avoir des cadres horaires qui soient bien définis, puisque l'absence du mineur est considérée comme étant non autorisée dès lors que ce dernier ne respecte pas le cadre horaire qui est fixé par un règlement de l'établissement et formalisé dans son emploi du temps individuel. Elle l'est également lorsque l'absence n'est pas prévue par la décision judiciaire de placement ou la décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique précisant des horaires d'assignation, par exemple. Donc, dès lors que le professionnel qui est en service va constater le non-respect par le mineur du cadre horaire fixé, il va vérifier téléphoniquement le motif de son absence, d'abord auprès du jeune. On en a parlé tout à l'heure, garder le lien, prévenir le jeune, lui dire que oui, il nous intéresse, oui, on l'attend, que la première réaction ne va pas être d'aller lui signifier nécessairement l'ensemble de son contrôle judiciaire qu'il connaît très très bien, mais d'abord lui dire qu'on est inquiet pour lui. On va aussi prévenir on va faire des vérifications téléphoniques aussi auprès de la petite amie, des parents, dans tout lieu où on pense que le mineur peut être. On va vérifier aussi juste s'il n'a pas un problème de train. On est beaucoup en région parisienne, ça arrive beaucoup. Voilà, on va essayer de faire les choses de manière assez pragmatique et on va prévenir le service de police ou de gendarmerie à partir du moment où son absence dépasse, alors c'est arbitraire, mais parce que c'est assez signifiant pour nous dans nos règlements de fonctionnement, l'heure du dîner, le soir. Voilà. Là, on va se dire que les jeunes, même s'ils aiment bien bafouer les règles, ils les connaissent bien. Et que là, ça devient, pour nous, peut-être un petit peu plus inquiétant. Donc, on va prévenir la police ou la gendarmerie. Alors, qui nous font en général, sur la base de protocoles dont je n'aurai pas le temps de vous parler, mais qui est en annexe de la note dont je vous ai parlé, qui nous font on a des procédures assez simplifiées entre nous, c'est-à-dire qu'on peut leur envoyer des fiches synthétiques avec la photo, les lieux habituels, etc., dès lors que le mineur est accueilli. Et ensuite, on va leur donner par fax ou par téléphone une évaluation de la situation telle qu'on la pense, nous. C'est important de savoir, par exemple, est-ce que le mineur était dans l'établissement? Il y a eu un entretien éducatif, on a préparé son jugement et puis il part en claquant la porte dans un état. Est-ce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle de sa famille? Est-ce que voilà, on a parlé tout à l'heure de la dimension psychologique dans la fugue. Bien évidemment, elle est totalement déterminante pour nous aussi. Pendant la période d'absence, l'idée pour nous, c'est d'être aussi dans la recherche du mineur, toujours dans la même idée. L'idée de dire aussi aux mineurs qu'ils comptent. On connaît en général le contexte, l'environnement familial, l'environnement amical. On travaille aussi en général plutôt bien avec les services de la protection de l'enfance et les services de prévention. Donc voilà, passer un coup de fil au service de prévention pour savoir si sur le lieu d'habitation du mineur, il ne l'a pas vu, il n'en a pas entendu parler, c'est aussi important. Et on a, j'avance vite, aussi toute une procédure dès lors qu'on a la localisation du mineur, donc qui va le chercher. Enfin voilà, tout ça est tout à fait normé, tout à fait indiqué. Et j'insiste juste alors à ce moment-là sur le retour.
le retour du mineur. Le retour du mineur à l'établissement, que nous ayons été obligés d'aller le chercher. D'ailleurs, peu importe où il était, juste au coin de la rue ou à plusieurs kilomètres, voire même des fois à l'étranger, ça nous arrive. C'est comment est-ce qu'on le reçoit, comment est-ce qu'on reçoit sa parole. Donc là, on a, alors au gré d'autres problématiques, mais ça peut nous servir sur celle-là, on essaye de former nos agents aussi au recueil de la parole de l'enfant, un peu comme les services enquêteurs savent le faire. Voilà, pour ne pas induire des choses et effectivement essayer, nous, dans ce temps qui est quand même assez signifiant, parce qu'après, le jeune, quand il revient au foyer, il va avoir le temps de parler avec les autres, il va y avoir des choses qui vont se passer, et le temps entre le moment où il revient et où il va être auditionné par les services de police, il peut aussi se passer des choses, il peut se refermer. Donc voilà, là, il y a des pratiques à développer qui sont tout à fait importantes pour en savoir le plus. Et après, dans le cas qui nous intéresse, il y aura forcément des conséquences à cette situation qui est référée au magistrat mandant, mais il y a toujours une possibilité il y a la révocation, par exemple, du contrôle judiciaire, elle n'est pas automatique non plus. Là, on a tout un travail éducatif et de nouvelles propositions éducatives à pouvoir faire. Voilà, j'aurais pu vous parler plein d'autres choses, mais je me tais. Merci pour tout, pour cette présentation. Je pense qu'on a bien compris que ce concept d'absence non autorisée, c'est une façon d'introduire de la souplesse sans banaliser, et que, voilà, je crois, si on peut synthétiser comme ça. Avez-vous des questions? Ah bah oui, deux là, au milieu. Donc toujours pareil, courte présentation, qui vous êtes, et puis votre observation, votre question. Alors bonjour, je suis éducatrice spécialisée dans un service d'assistance éducative en milieu ouvert sur les Hauts-de-Seine. Alors j'ai deux questions et une petite remarque. Une question qui s'adresse aux services de gendarmerie et de police. Alors au-delà du discours militant pour la police sur le manque de moyens, dont je pense on a tous conscience ici et dont on pourrait faire exactement le même constat dans la protection de l'enfance, parce que vous disiez qu'on entend beaucoup « que fait la police », mais dès qu'il y a un fait divers dramatique, juste derrière, on dit « qu'ont fait les services sociaux » qui savaient, qui étaient là. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'on soit le public à sensibiliser le plus là-dessus. Moi, ma question, c'est au sein des services de police et de gendarmerie, est-ce qu'il y a des discussions qui émanent de vos équipes sur une possible une nécessaire ou une collaboration souhaitable avec le tissu associatif en protection de l'enfance? Voilà, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. Je pense notamment au thème de la prostitution qui, nous, dans les Hauts-de-Seine, mais je sais aussi ailleurs, en AEMO, nous est grandement présent dans les situations de jeunes filles de plus en plus jeunes que nous suivons. Je sais par exemple que dans les Hauts-de-Seine, il y a des petites choses qui se montent. Alors c'est nouveau, c'est fragile, hein, des commissaires de police qui essayent de monter des petits comités confidentiels pour aborder des situations de jeunes filles sur certains quartiers. Bon, ça porte encore peu ses fruits, mais voilà. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il y aurait des idées innovantes pour collaborer ensemble ou pas? Ensuite, ma question, c'était auprès de la substitut de la procureure. En tant qu'éducatrice en AEMO, il m'arrive de plus en plus souvent d'écrire au juge des enfants et de mettre en copie le parquet sur notamment ces situations de radicalisation, mais plutôt en ce moment de prostitution, sur des fugues où nous, on a des éléments qui nous font... qui nous mettent les voyants en rouge sur la prostitution. Donc on envoie copie souvent au parquet. Avec des noms cités par les jeunes filles que nous accompagnons, des pseudos qui seraient à la tête de petits réseaux, ou de plus grands réseaux, j'en sais rien. Ma question, c'est est-ce que les écrits que j'envoie concrètement aujourd'hui, ils ont une utilité? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments dedans? Est-ce que ça redescend au service de police et de gendarmerie? Est-ce que les juges des enfants vous transmettent tout ça? Parce que nous, on n'a pas les suites, on n'a pas forcément à les avoir non plus, mais est-ce qu'il faut qu'on multiplie ces écrits? Qu'est-ce que vous attendez dans ces écrits-là? Voilà. Et enfin, pour terminer, quand vous parliez de projets un peu de réflexion autour de l'éloignement
des jeunes filles victimes de prostitution. Je pense qu'en effet, il faut creuser de ce côté-là. Alors, je ne travaille pas à l'aide sociale à l'enfance, mais je pense qu'il y en a ici présents. Je pense qu'en effet, il faut plus axer sur le type de structure spécialisée, parce que l'éloignement, il existe déjà via les services de l'aide sociale à l'enfance. En tout cas, je vais vous couper, madame, pour qu'il puisse avoir le temps de vous répondre. Oui, j'ai fini. Juste, en tout cas, sur les Hauts-de-Seine, on en connaît beaucoup qui ont été éloignés. L'ASE a peut-être un peu stoppé ces pratiques-là, parce que les éloignements dans d'autres foyers en province, ce qui se passe, c'est que les victimes de prostitution recréent des réseaux, se retrouvent recruteuses et recréent ça en province. Donc, les foyers lambda, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûre que l'éloignement dans ce qu'on connaît déjà comme structure, ça soit forcément la solution. Donc, en tout cas, 2 questions très claires. La première pour gendarmerie, police, et ensuite pour la justice. Qui commence? Bon. Non, ça marche pas? Oui. Le propos sur la réalité policière, ce n'est pas qu'une question de moyens. Je pense que la réalité à laquelle on est confronté, de toute façon, on pourrait développer, débloquer et rajouter des moyens sans cesse. On ne pourrait jamais, et ça c'est un vœu pieux, aller au bout des choses et de toutes les choses. Donc je ne suis pas dans le discours militant, en tout cas pas que dans cette revendication. Voilà, c'est la réalité qui s'oppose à nous, qui fait que, quels que soient les moyens débloqués, on n'y arriverait pas à tout faire dans l'idéalisation. Après, sur ces contacts, on les met en place. Vous parlez d'associations. Bon, ici sur Tours, on était très en contact. Il y avait un comité départemental de suivi de la prostitution avec des associations, le mouvement d'Uni, etc. Donc oui, bien sûr que c'est développé. Malheureusement, moi, je me trouvais heurté à ce que j'ai développé en fin de présentation, c'est-à-dire que j'avais besoin de concret. Un renseignement, pour qu'il puisse aboutir sur l'enquête judiciaire, doit être utile, doit être précis et doit être fiable. Si une de ces qualités manque, il n'a pas d'intérêt pour nous. Donc, on discutait de situations, souvent de prostitution connues, révolues, pour venir en aide à des personnes. C'était surtout l'objectif de ce genre de comité. Mais d'un point de vue enquête pénale, malheureusement, ce n'est pas là que j'obtenais de l'information pour m'aider dans l'avancée procédurale. Merci. Alors, pour ma part, s'agissant de la nécessité de travailler avec des associations, je dis oui, et 3 fois oui. La difficulté, c'est que vous êtes très nombreux et que vos organisations sont disparates. Alors, l'avantage ou l'inconvénient de la gendarmerie, c'est qu'elle est hiérarchique et territoriale, donc on a des antennes partout, on est accessible sur 3200 points sur le territoire national. La difficulté, c'est réussir à trouver les interlocuteurs et prendre le temps. Parce qu'en fait, les associations, elles interviennent comme nous. Nous, on intervient sur tout le spectre, en prévention, pendant la disparition, et après, parce qu'après, il y a l'incidence, les procédures incidentes, prostitution, etc. Puis après, il y a le suivi judiciaire et le suivi des victimes. Parce qu'en fait, les victimes, nous, on ne peut pas les abandonner. On ne peut pas dire aux parents, démerdez-vous avec votre gamin qui va repartir la semaine prochaine. Parce que nous, la lutte contre la récidive, c'est aussi la lutte pour une autre fugue, en fait. Donc finalement, c'est le chien qui se mord la queue. Donc la logique de moyens, je la comprends et je rejoins mon camarade, c'est surtout une logique de fin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le grand chapeau de tout ça, c'est la protection de l'enfance. Voilà. Et donc avec tous les champs préventionnels qui existent. Donc plus, je pense, au niveau local, on arrivera à créer des synergies au niveau local, à la fois au niveau institutionnel et à la fois au niveau associatif, où on posera la table. La question, ce sera qui est le leader? Qui est le leader? Et généralement, ce qui se passe, c'est que le préfet et les services de l'État sont désignés directement comme étant les leaders. Je pense que sur les sujets, certains sujets, ça doit être le cas. Quand on parle de lutte contre la prostitution, je pense que ça doit être le cas. Je pense que quand c'est s'agissant de la prise en charge des victimes, nous devons être là pour aider, mais les associations doivent prendre parfois la main. Et donc trouver l'interlocuteur pour ce leader. Au niveau de la coopération, au niveau, je parle local, je ne parle pas au niveau national, je parle au niveau local sur le ressort d'un parquet, sur le ressort d'une compagnie, sur le ressort d'un commissariat. En fait, il faut trouver les espaces pour que l'on puisse travailler ensemble. Madame Biec, par rapport à la question sur l'utilité des écrits des acteurs de terrain. Alors, écrit toujours très utile, évidemment. Alors, soit il nous est transmis par le juge des enfants, soit en effet on est en copie. Quelle que soit la transmission, il y a 2 issues possibles. Soit il n'y a vraiment pas assez d'éléments pour saisir les services de police. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, après je parle encore une fois pour le parquet de Bobigny, c'est qu'on renvoie au signalant en disant est-ce que vous pouvez étayer un peu le faisceau d'indices? On ne va pas vous demander de faire une enquête, ce n'est pas votre rôle. Mais est-ce que vous pouvez avoir d'autres indices dans sa tenue vestimentaire, dans ses téléphones, dans ses heures d'absence, dans ses copines, ou est-ce qu'il y en a une qui parle un peu plus qu'une autre? Enfin, on essaye d'étayer un petit peu
les premiers signalements qu'on avait eus. Et si le signalement qui arrive de base est assez fourni, encore une fois, on ne demande pas du tout une pré-enquête, mais où il y a des personnes qui peuvent être identifiées, un lieu, des horaires, une ligne de téléphone, même si j'ai dit que la téléphonie n'était pas miraculeuse, pour les enquêtes sur le proxénétisme, c'est quand même précieux. Là, on saisit le service de police compétent. Le problème, c'est qu'un des premiers actes du service de police, ça sera l'audition de la personne qui aura parlé. Donc ça, après, c'est plus compliqué, mettre la main dessus et de l'entendre. Mais toujours utile de mettre le parquet en copie, parce que les juges des enfants, on n'a pas de garantie. Enfin, on s'entend très bien, mais ils ont aussi beaucoup de masse et beaucoup de dossiers, beaucoup de courriers. Ils ne pensent pas toujours à nous faire redescendre. Et ils ne regardent pas forcément si on est en copie. Donc, c'est bien de mettre le parquet. Ok, merci pour vos réponses. Il y avait une deuxième question. Alors, je vous vois, madame. Mais je crois que madame avait levé la main juste avant. Mais le micro est là, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Alors, je vous vois, je ne vous oublie pas. Vous êtes dans mon viseur. Allez-y, monsieur. Oui, Emmanuel Ravet, pour les missions diplomatiques, les représentants diplomatiques ou les fonctionnaires internationaux. Je souhaitais savoir quel était l'usage des pratiques en droit diplomatique et international pour les États en guerre ou les États post-conflit dans le champ du domaine international des services de police judiciaire français pour les chefs de représentation diplomatique. Vous leur posez une petite colle. Alors, pour la sécurité publique, moi, je n'ai pas été confronté à beaucoup de cas qui dépassaient les frontières nationales. Bon, j'ai eu certaines échappées en Angleterre. Je n'ai pas eu de difficulté à saisir les structures nationales, la scopole comme on appelle. Je n'ai pas surrajouté à l'organigramme que j'avais déjà présenté et qui était assez abscon quand même. La direction de la coopération internationale. On a des contacts directs avec ces structures qui relaient nos demandes sans difficulté. Après, il y a toujours un timing. Donc, encore une fois, si on est dans une notion d'urgence, évidemment que tous ces relais font courir un temps supplémentaire, mais c'est efficace néanmoins. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de cas, pas eu beaucoup d'exemples, donc je ne peux pas répondre entièrement à votre question, mais pour les quelques cas que j'ai eus, ça fonctionne. Ouais, sur la coopération internationale, donc déjà, on a dans les fichiers des personnes recherchées un onglet dans l'inscription du fichier FPR, un onglet, alors c'est technique, mais le M04, qui concerne les mineurs fugueurs étrangers non résidents et non placés en France. Donc en fait, ça apparaît. Donc vous avez dans cet onglet, quand vous avez le contrôle de cette personne, en fait, ça apparaît et vous avez généralement qui, en France, gère le dossier à l'international de cette fugue. Donc on a une organisation, on va dire, opérationnelle, chapeautée par généralement la DCI avec un certain nombre d'ASI, donc adjoints de sécurité intérieure placés auprès des ambassades qui vont faire l'ensemble de la chaîne au niveau international. Et quand je dis international, c'est extra-européen également, pour ce genre de cas. Après, vous avez une chaîne plus préventionnelle de coopération en amont. Donc vous avez le UCPN, European Prevention Network, qui fonctionne au niveau européen. Et vous avez un collège européen, le CEPOL, qui va permettre aux différents services enquêteurs européens d'échanger sur certaines problématiques. Voilà. Et en particulier, s'agissant de la prévention de la délinquance juvénile ou des jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Madame ? Bonjour, donc je suis Liliane Agile, je suis éducatrice au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en circonscription Azeux. J'ai été agréablement surprise et satisfaite du discours d'entrée sur le lien que vous faites entre la fugue et la notion de disparition inquiétante, qui sont complètement dissociées sur le territoire où j'exerce. Donc, pour nous, en fait, travailleurs sociaux, aucune fugue n'est simple. Nous savons que dès lors qu'elles sont répétitives, elles seront de plus en plus longues et que les mises en danger seront de plus en plus conséquentes. Par ailleurs, au-delà des motifs qui ont conduit à l'accueil des mineurs que nous avons en charge, bon nombre de nos mineurs seront victimes de divers traumas sur ce temps de fugue. Ma question est la suivante. À quand le statut de disparition inquiétante immédiat pour nos mineurs accueillis? Et à quand l'arrêt des mains levées de placement pour des enfants qui ont fugué? Alors,
Alors, pour le coup, le statut de disparition inquiétante, il est systématique à partir du moment où il y a une déclaration de fugue. Enfin, moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je faisais. Vous avez les déclarations simplifiées de fugue que vous envoyez au service de police. En revanche, pour ouvrir une enquête en 74.1, en disparition inquiétante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se déplace au commissariat pour signaler la fugue, ce qui n'est jamais le cas. Rarement le cas. Avec un micro. Alors, non, mais encore une fois, peut-être, je n'ai pas connaissance de cette subtilité-là, mais encore une fois, pour qu'une enquête en recherche des causes de la disparition soit ouverte, il faut qu'il y ait une audition du signalant, de celui qui vient déclarer la disparition. Ah si, c'est juridique. Alors on va pas... c'est une exigence du code de procédure pénale. C'est pas moi au parquet de Bobigny, c'est le code qui demande. Alors il y a un point de débat, mais il y a la pause juste derrière. Voilà. Et alors, l'autre question, c'était sur les mains levées. Oui. Les mains levées, elles sont demandées par l'aide sociale à l'enfance au parquet. Ah si. Ah oui, mais je n'accorderai jamais une main levée de placement sans demande du conseil départemental. Ah non, ça pour le coup, déjà je n'ai pas connaissance que l'enfant n'est plus dans son lieu de placement sans vous, donc si j'ai pas de demande de main levée, il n'y a pas de main levée de placement. Eh bien, nous finissons donc, vous voyez, il y a un problème de communication, je pense. Là, sur celle-là, je vous prends, madame, je vous prends votre question. Mais alors, vous allez faire un truc, mais super court, parce que sinon, on n'aura pas le temps de voir les petits dessins de Pavot, ce serait très dommage. Non, mais tout à fait. Je suis Madame Lefebvre, intervenante sociale au commissariat d'Eustang-Pierrefitte, dans le 93. Et c'était du coup pour ajouter qu'on a des postes d'intervenants sociaux au commissariat, qui fait le lien justement entre le social et le judiciaire, les policiers. Et on peut faire le lien avec tous les travailleurs sociaux. Dès qu'il y a une situation, on est un peu le fil conducteur, si besoin, ou la passerelle entre les deux. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Oui, donc il y a un réseau de 137 ISCG en France, pour nous en gendarmerie, dont 44 qui sont communs avec nos camarades de la police, puisqu'ils se partagent. Et ce dispositif est national. Sa seule difficulté, c'est un problème parfois de financement des collectivités sur ces postes. Et les deux directions, DCSP, DGGN, travaillent pour augmenter ce nombre-là. Et il y a une assemblée générale qui va avoir lieu, il me semble, dans les mois ou les semaines à venir. Voilà, des informations très précises sur le sujet. Merci à tous les deux. Et donc, avant la pause, on va voir quand même les derniers petits dessins de Pavot. Oui, j'en ai 4. Alors, un premier dessin un peu gentillet sur la brigade canine. C'est vrai que passer 14 ans, c'est compliqué pour les chiens de ramener la baballe. Qu'est-ce que j'ai après? Oui, j'ai un dessin pour illustrer les progrès en psychologie effectués dans les commissariats. Qu'est-ce que j'ai encore? Un autre dessin, allez, sans commentaire. Parce que la fugue, ça peut être aussi motivé par des choses un peu moins glauques que ce qu'on a évoqué. C'est le running to, chercher l'aventure. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un dernier dessin dont je ne me rappelle plus le sujet, mais je vais vous l'envoyer. Ah oui, voilà, c'était pour le côté international de la chose. Merci à tous, bon appétit, Pavot. À tout à l'heure. Merci beaucoup, bon appétit à toi. C'est donc la pause déjeuner. Alors reprise 14h15. Alors je sais, c'est très court. Mais voilà, pour qu'on puisse tenir le timing cet après-midi, ce serait vraiment formidable que vous soyez là à l'heure tous dans la salle. Merci de votre attention, merci à nos 4 intervenants, merci à vous. Et puis on se retrouve donc en tout début d'après-midi, 14h15. Merci.